Étant donné les grillons qui chantent et le bruit extérieur qu'il y a, ainsi qu'un peu de vent, je ne vais pas forcément faire qu'une seule partie, parce que j'ai pas envie d'enquiller, d'emmancher 40 minutes de discours, et de m'apercevoir à la fin qu'on n'entend rien. Donc je vais peut-être faire 10-20 minutes, et je ferai une deuxième partie. Je vais essayer de faire une vidéo qui clôture définitivement les mémos que j'ai fait sur l'alliance islamo-gauchiste, la dérive de LFI, etc., etc. Et je vais pour ça prendre et mettre une image en fond d'écran, le cas typique de Juliette. Juliette qui participe au Space LFiste, qui se dit non religieuse, mais qui n'y arrive pas. Hein. Enfin, elle n'arrive pas à synthétiser une position. Elle est marxiste, elle croit à la lutte des classes, elle croit que les riches confisquent les richesses, etc. Enfin, voilà, mais elle est gentille, elle fait partie des gens, bon, elle m'a traité d'islamophobe, c'est de bonne guerre, mais elle fait partie des gens qui sont des militants assez acharnés, mais qui ne sont pas totalement, enfin par rapport aux autres, par rapport à d'autres, qui sont perdus, quoi, et qui du coup ont conscience qu'il faut peut-être un tout petit peu ouvrir les volets et regarder à l'extérieur le temps qu'il fait. Parce que le problème du LFisme, j'ai fait une vidéo hier, c'est un autisme qui devient comique pour nous, pour l'extérieur, mais qui est vraiment impressionnant. Ils ont bunkerisé leurs pensées, leurs paradigmes, et s'aperçoivent absolument pas qu'ils sont à côté de la plaque. Je ne parle pas d'avoir tort ou raison dans ce qu'ils pensent, je parle de plus du tout avoir prise ou capacité de synthétiser leurs idées sur ce que pensent leurs adversaires. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que pense un adversaire, encore faudrait-il que vous sachiez ce que pense votre adversaire, ce que LFI n'arrive plus du tout à faire. Parce qu'ils ont été obligés de se bunkeriser contre plein de gens. Alors je rappelle, je rappelle un peu de vocabulaire, l'alliance islamo-gauchiste ou islamo-marxiste, l'islamo-gauchisme c'est un terme un peu dérivé, un peu général pour parler de l'alliance islamo-marxiste qui elle est parfaitement carrée, c'est l'alliance avec le djihad, c'est une pensée qui considère que c'est un moindre mal de déclencher le djihad contre le monde libéral et de voir plus tard ensuite comment s'y prendre pour, une fois qu'on se sera aidé des djihadistes pour renverser le libéralisme, comment s'y prendre pour qu'ils n'en profitent pas, les djihadistes, pour instaurer Daesh partout où ils auront gagné. Donc c'est une théorie très fournie, très réfléchie, très rationnelle hein, d'ailleurs. On va pas les... Je suis contre eux, mais je vais pas leur faire le procès que c'est idiot. Le djihad est un truc très puissant, la révolution prolétarienne ne l'est plus. LFI, bon après, une spécificité un peu française parce que Mélenchon et tous ses acolytes, là, ils trollent, ils en profitent, ils ont adopté cette théorie, mais ils trollent, donc le troll, évidemment, ça modifie, on a écouté hier, comment à l'Assemblée, le petit gros, là, le blond, je sais plus comment il s'appelle, pervers en plus, qui a fait se suicider un gars dans ses troupes, il est malsain, il est perfide ce gars, mais je me rappelle, Boyard qui expliquait qu'il était absolument scandaleux de demander aux jeunes de respecter la loi et de leur mettre des amendes, et bref, qu'un jeune n'a pas à être soumis à la loi, et il y voit, enfin, comme incarnation de cette idée, comme application de cette idée, il ne faut pas les mettre en prison ni leur mettre des amendes. Bon. Évidemment, c'est du troll, mais bon, passons, j'ai fait une vidéo hier sur l'aspect troll. Cela dit, la théorie sur laquelle il s'appuie, elle est mondiale. C'est l'islamo-marxisme, il est très connu. Il a été tenté entre 10 et 15 fois. Vous avez toute la documentation historique sur le compte de Roro, je vais le mettre en mention. Au nord, c'est l'islam qui a perdu, c'est-à-dire, enfin, les rares fois où ça marchait, hein, j'écarte les faux, ça n'a pas marché, où ils n'ont pas renversé le système en place. Quand ça a marché au nord, dans les zones froides, c'est les communistes qui ont gagné, ils ont torturé, capturé, exécuté les djihadistes et les ont éliminés. Et quand c'est un peu plus ensoleillé, l'exemple le plus flagrant que tout le monde connaît, c'est l'Iran, ce sont les djihadistes, c'est Daesh, hein. On va les appeler Daesh parce que c'est plus simple et puis ça permet d'éviter cette arnaque qui consiste à faire croire que c'est pas Daesh quand ça porte un autre nom, qui ont exécuté leurs alliés marxistes. Voilà. Est-ce que ça a un lien avec le climat? Je sais pas, j'ai demandé à l'IA, elle n'a pas de réponse claire. Bon, c'est lié à la colonisation par l'islam de tout le sud de la planète, puisque contrairement au colonisateur occidental, qui bien qu'il a été criminel, hein, bon, c'est un sacré crime, il s'est quand même un peu retenu, alors que l'islam c'est open bar, quand il colonise une zone, ça y va jusqu'au bout. Et donc, comme les zones du sud sont relativement frontalières, peut-être l'islam était en position de force, enfin bref, je sais pas. Je sais pas pourquoi au nord ça s'est plutôt mal terminé pour les djihadistes, les terroristes, et au sud ça s'est plutôt mal terminé pour les marxistes. Ça j'en sais rien. Et l'IA non plus, je vais demander. Donc je reviens sur l'approche un peu économique.
On a Juliette. Juliette, alors on a Malik, et je vais prendre Malik et Juliette, sont deux arrobases typiques du débat sur les SpaceX, qu'on ne trouve pas sur TikTok de manière claire comme ça. On a Malik qui est traditionnaliste et qui souhaite une alliance islamo-droitiste, qui l'a définie, qui l'a décrit très bien et qui a beaucoup de capacités et de dons de rhétorique, pas au sens péjoratif, au sens de dons pour discuter dans des spaces avec patience. Et donc il définit un pôle qui se comprend et qui se conçoit bien et surtout qui est robuste. Hein. La robustesse en science c'est quand même important dans la mesure où on nage dans les trucs qui ne sont pas robustes. La robustesse en gros c'est des théories, c'est des présentations, c'est des façons de s'exprimer et de penser et de cogiter qui quand vous modifiez la façon de le dire, la forme, ça reste. Le concept est là, il existe. À comparer avec ce qu'on pourrait appeler justement les idées de LFI, etc. C'est des trucs qui ne marchent que parce que vous avez quelqu'un qui arrive avec un langage un peu adapté pour essayer de vous faire croire qu'il y a quelque chose derrière, et puis dès que vous modifiez un peu ou vous faites reformuler par quelqu'un d'une autre manière, hop, tout s'envole, vous apercevez que vous étiez devant du vide. Donc on a Malik qui représente le pôle islamo-droitiste, enfin un souhait islamo-droitiste, c'est-à-dire une intégration des musulmans en France dans une alliance avec des partis de droite, pour des programmes de droite avec une composante traditionnaliste. Et on a les LFistes. Mais le problème, c'est qu'LFI, il est divisé en deux. Hein. Vous avez les musulmans et les autres. Et au sein, en plus des musulmans, c'est assez hétérogène, et au sein des autres, ça l'est plus ou moins aussi. Parce que vous avez le concept de Ouria Boutelja, qui n'est pas accepté par tous. Hein. Donc vous avez trois grosses composantes, en gros robustes. Vous avez d'anciens laïcs, donc qui ont depuis rejeté la laïcité, mais qui ne sont pas du type Ouria Boutelja, souvent composés de gens qui sont plus blancs, comme on dit sur les réseaux sociaux. Vous avez un mouvement qui n'est pas musulman, mais qui est décolonial, qui s'incarne par des porte-paroles qui sont souvent soit subsahariens, soit des pseudo-musulmans un peu light à la Rocala Diallo, de l'islam féministe, quoi. Donc en fait c'est des gens qui font semblant d'être musulmans pour pas avoir de soucis mais qui ne le sont pas vraiment. Et vous avez une composante musulmane, marxiste, authentique, je vais dire, dans leur islamité, c'est-à-dire c'est souvent des mecs qui dénoncent le LGBTisme, l'avortement, etc., qui sont islameux, quoi. Et tout ça, ça cohabite au sein du militantisme LFiste. Alors moi comment je me situe? Parce que en fait, en tant que personne qui pense que la seule solution c'est de reconnaître l'islam comme un crime contre l'humanité, une maladie mentale et une mafia pédocriminelle, évidemment, moi j'ai une position qui est carrée, elle a le mérite d'être robuste, c'est pas difficile, hein, j'ai pas de mérite en fait, c'est que c'est très simple. Et de l'interdire évidemment, et de l'interdire déjà aux mineurs, en interdisant toutes les religions aux mineurs, hein, pas que l'islam, etc. Enfin bref, je refais tout le système constitutionnel. Et moi de toute façon, le seul truc qui me pose problème avec l'islam, c'est le fait qu'il est contraignant pour les musulmans, c'est le fait qu'il y a un chantage à l'enfer qui les empêche de sortir de l'islam. Hein, l'utilisation des contenus de textes islamiques n'est pas pour moi quelque chose de central, puisque à partir du moment où on vous demande un truc sans vous faire du chantage, vous savez qu'à refuser, puis c'est tout. Mais si on kidnappe vos enfants et qu'on vous dit et qu'on vous force à, je sais pas, commettre des hold-up, vous allez les commettre, les hold-up. Ça veut pas dire que vous êtes un fan des hold-up, mais bon, si on a kidnappé vos enfants, ou si on vous fait croire que vous irez brûler vif éternellement après le passage sur terre, hein, c'est ce que fait le Coran, et que ça marche, c'est-à-dire que les versets qui font ces menaces sont vraiment répétitifs et impressionnants. Bon, là, il y a un problème pour moi, et voilà. Et puis j'ajoute que on n'est qu'au début. Quand les parents français qui ne savent pas, il n'y en a même pas 2% qui le savent, vont tomber sur les productions TikTok sur l'enfer que leurs enfants regardent, vous n'êtes pas prêts les amis. Vous allez voir, ceux que vous qualifiez d'islamophobes aujourd'hui, vous allez voir ce que c'est que la vraie islamophobie. Bon bref. Et donc moi, en fait, je pourrais partir en vacances avec Juliette. Bon, avec Malik aussi, hein, c'est pas... si on parle pas de politique, on s'entendrait, voilà. On n'est pas... nos différences ne sont pas profondément fondatrices. C'est-à-dire que je pense qu'elle se trompe, elle pense que je me trompe. Bon, pour être dans son militantisme, ça va me traiter de facho, d'islamophobe, etc. Bon, en fait, elle me connaît très peu, hein. Elle me connaît pas parce que les LFistes des réseaux, ils connaissent très peu. Ils ont classé tout le monde, pour eux, tout le monde est pareil, c'est des fachos. Voilà, elle sait pas que je suis contre le droit de vote pour les hommes et pour que le pouvoir revienne aux femmes. Si elle le savait, elle se dirait, ah, c'est quand même pas totalement un discours droitard, etc., etc. Mais moi, je pourrais partir en vacances, je pense qu'elle se trompe, voilà. Je pense, sa mauvaise foi, je l'attribue au fait de militer. Hein. Les militants sont toujours de mauvaise foi, quel que soit le bord. Maintenant, je voudrais quand même pointer un truc
qui est vraiment, à mon sens, terrible, c'est l'oubli de discuter d'économie depuis que LFI fait son cirque, enfin, d'abord le Front de gauche et ensuite LFI, avec cette idée entre guillemets géniale d'accuser tous les gens qui sont contre eux d'être des fachos, des islamophobes, tout ce que vous voulez. Et là, on est devenu sur... on n'est plus avec l'ancienne gauche de gouvernement, que Juliette d'ailleurs accuse d'être de droite. On est vraiment sur une escroquerie qui est grave. Alors évidemment, c'est légal, enfin, ça dépend. Moi, j'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'ils avaient croisé des sites, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2022, je crois, des sites de Mélenchon. Non, c'était même avant, c'était en 2017. En 2017, des sites de Mélenchon où ils simulaient la vie dans le monde de Mélenchon. Là, on n'est plus dans le mensonge, on est dans l'escroquerie, qui vous expliquait que l'entrepreneur vivrait de manière épanouie, son employé aussi, que tout le monde vivrait bien, etc. Et j'y suis allé parce que j'ai deux jeunes, deux trentenaires, qui m'ont dit, à l'époque j'étais encore à Paris, et qui m'ont dit, va voir, je t'assure. Et eux, ils croyaient à Mélenchon. Ils disaient non, Mélenchon n'augmente pas les impôts, Mélenchon va baisser les charges et Mélenchon va libérer les entreprises. Au contraire, son système sera beaucoup plus libéral sur le plan économique. Je me suis dit, putain, deux trentenaires qui me disent ça et qui me renvoient vers un site. Et effectivement, je suis allé. Et là, on était sur de l'escroquerie et non pas sur du simple mensonge, puisqu'il y avait construction d'un site internet destiné à tromper. Et c'était bon. Mais globalement, on va appeler quand même ça du mensonge. Mais surtout, cette erreur gigantesque qui fait que pour Juliette, pour des gens comme... Alors je redis, hein, moi, Juliette, politiquement, je pense qu'elle fait une erreur, mais elle me pose aucun problème, je partirai en vacances avec, on a des valeurs similaires, c'est-à-dire la liberté de faire ce qu'on veut de son cul, quoi, et de ne pas avoir des mafias qui surveillent tes affaires. Le maître mot, ça doit être celui de la... T'as pas peur, quoi, t'as pas peur c'est consentement total, et moi j'aime pas le mot consentement, je préfère parce qu'on dit souvent, cette femme était-elle consentante, mais ça suffit pas. Ça suffit pas qu'elle soit consentante. T'es quand même un criminel, si même si tu as obtenu son consentement, t'es quand même un criminel si elle n'était pas débordante d'une passion dévorante pour avoir une relation sexuelle avec toi. Donc moi j'aime pas tous ces mots minimalistes. Je demande qu'il y ait plus que le consentement, je demande qu'il y ait une vraie motivation pour que les gens se rendent compte, qu'il y ait une absence totale de pression des uns sur les autres, que ça ne doit pas exister, etc., etc. On va dire que sur le plan des valeurs, le monde sociétal de Juliette ou le mien, on ne doit pas être ultra éloigné. Voilà, elle ne me pose pas de problème particulier. J'ai surtout pas envie d'un monde de droitards qui viennent regarder comment je m'habille ou à quoi je pense quand je me masturbe. Voilà, ça j'ai pas envie. Et alors évidemment, bon, les droitards sont pas très dangereux, mais évidemment, je suis contre le fait que les mafias islamiques s'en chargent à leur manière. Et généralement, leur manière est bien pire que ce que proposent les droitards. Parce que les droitards, ils font beaucoup de bruit sur les réseaux, mais bon, ils ont un peu disparu du pouvoir. Hein. Je veux dire, le curé qui vient inspecter si t'es... qui vient fouiller ta chambre d'hôtel pour voir si la femme avec qui tu couches, t'es marié avec, c'est quand même pas, on n'en croise pas tous les jours, ça c'est de l'islam, c'est pas du catholicisme, c'est pas du christianisme. Donc, le problème il est économique, il va être économique avec quelqu'un comme Juliette. C'est une personne, quand elle utilise un rouleau de PQ, elle pense qu'il pousse dans les arbres. Quand elle a besoin d'agrafer, elle se pose aucune question matérielle en fait. Et donc quand elle dit que les riches confisquent les ressources aux pauvres, t'as l'impression qu'ils ont des tonnes de nourriture et de vêtements chauds dans leur cave qu'ils ont décidé de fermer à clé pour pas que les pauvres puissent en profiter. Mais c'est pas du tout comme ça que le monde marche. Le riche aujourd'hui, dans le monde entier, la quasi-totalité des très riches, ce sont des gens qui ont le pouvoir politique. Elle confond les jeux d'écriture comptable avec de la vraie richesse. Elle confond le droit avec les faits. Mais si je me donne la peine de faire une vidéo, c'est ma 3e ou 4e, peut-être même ma 5e vidéo sur ce sujet, est-ce qu'on peut m'aider d'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent, est-ce qu'ils peuvent m'aider à expliquer à ces marxistes que la redistribution monétaire c'est du pipeau? Je veux dire, c'est conventionnel. Vous allez rééquilibrer dans un village ou dans une ville moyenne les accès aux ressources immédiates, la nourriture, le logement, les vacances, les congés payés, des trucs comme ça, en redistribuant peut-être du notaire vers le balayeur, du travailleur vers le chômeur, etc. Ça se comprend, mais c'est un jeu de code chiffré, c'est des jeux d'écriture. Mais cette idée que en augmentant les impôts, on va embaucher des infirmières scolaires, c'est une folie. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent que Bernard Arnault, en fait, il a une immense cave avec des infirmières scolaires attachées, à qui il donne à manger tous les jours par une petite trappe, et que finalement en le forçant, on va défoncer la porte de la cave et libérer toutes ces personnes qui vont pouvoir enfin revenir dans les écoles ou dans les différents endroits, ou des infirmières en EHPAD, etc. Parce qu'elles étaient kidnappées et séquestrées par Bernard Arnault, elles ne le seront plus. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Je vous mens pas. Pour eux, 10 milliards d'euros, ça existe. 100 milliards d'euros, ça existe. Il n'y a qu'à les prendre aux riches.
Voilà, où il n'y a qu'à les prendre à la... Ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est à l'évasion fiscale. Ils n'ont pas compris que... c'est bizarre, parce qu'ils viennent du matérialisme athée, et ils n'ont pas compris qu'un jeu d'écriture, c'est pas une prière magique. Là, à ce niveau-là, ils sont presque pires que les religieux. C'est-à-dire que pour eux, ils voient Bernard Arnault score au flipper ou au billard 833 milliards 475 millions 916. Ils pensent que... Et ils comptent combien de paquets de semoule, combien de kilos de tomates ils vont pouvoir acheter avec et nourrir des gens qui meurent de faim. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ou combien d'infirmières scolaires ils vont pouvoir embaucher, ou combien de gens ils vont pouvoir aider à avoir les transports gratuits. C'est comme ça que fonctionnent des gens comme Juliette. Je veux dire, on en est là, on en est là. C'est-à-dire, maintenant, moi je vous dis, oubliez l'argent, oubliez les droits, parce que l'argent c'est du droit, ça génère des droits. Du droit sur le papier, mais encore faut-il pour en profiter qu'ensuite il y ait une correspondance. En théorie, Bernard Arnault, il y a plein de milliardaires dans le monde, et même de millionnaires, mais il y a plein de milliardaires dans le monde, ils vous achètent tout Paris. Ils peuvent vous acheter tout Paris d'un coup, en claquant des doigts, en signant un chèque, en faisant une carte bleue. Ok, très bien. Et alors, ils le font? Non, ils le font pas. Bon. Et ensuite, maintenant, réfléchissez. Vous allez changer. Donc, vous allez barrer, vous allez faire un jeu d'écriture comptable, vous allez barrer 10 milliards ou 100 milliards à un endroit, et puis vous allez les mettre, vous allez créditer, je sais pas, un département, 100 départements ou 50 départements pour que les gens, pour qu'ils puissent chauffer, loger, etc. Mais vous croyez que c'est parce que vous les avez pris à Bernard Arnault ou à je ne sais quel milliardaire que la chose devient possible et que si vous les aviez pris à la BCE, c'était plus problématique? C'est là où ils délirent complètement. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils proposent, c'est de faire tourner la planche à billets. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils se disent, comme on va les prendre à Bernard Arnault, on n'a pas fait tourner la planche à billets parce que ce mec-là, c'est pas la BCE. Mais si, les encours monétaires des milliardaires, c'est des symboles sur des papiers. C'est des codes, c'est des comptes en Suisse, c'est des propriétés, c'est des titres de propriété, c'est des actions, c'est des trucs et des machins. C'est absolument c'est un jeu d'écriture. Si vous voulez l'activer, c'est-à-dire le rendre disponible en droit, ils disposent de droits, les milliardaires, chaque milliardaire peut acheter 10 fois la planète en gros. J'exagère un peu parce que c'est pas tout à fait le cas, mais presque. Si vous avez 1000 milliardaires, vous pouvez acheter 10 000 fois la planète. C'est un exemple, mais c'est presque ça. Enfin, si je vous donnais les vrais chiffres, vous seriez étonné. Mais j'ai pas envie de faire des calculs, c'est un peu compliqué. C'est un droit qu'ils ont, mais évidemment, ils n'en profitent pas, parce qu'il n'y a pas de correspondance. Vous voyez, moi Bernard Arnault, il a la possibilité de construire une tour à Paris de 2 km de haut en embauchant probablement 100 000 ingénieurs. Est-ce qu'il le fait? Il a le droit, mais en fait c'est un droit sur le papier, c'est parce qu'il ne va pas l'utiliser qu'il l'a. S'il commençait à vouloir embaucher des ingénieurs, son droit serait retiré. C'est d'une... Je sais pas, ça tombe sous le sens. Est-ce que quand vous voyez un milliardaire, à part avoir une maison plus spacieuse, et ça moi, je ne discute pas l'idée de la saisir pour y loger des Roms et des mecs de cité, mais bon, vous n'avez pas gagné grand-chose, vous verrez très vite que vous n'avez pas gagné grand-chose, ils vont tous saccager, et au bout d'un moment, finalement, vous dites, au fond, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Mais à part ça, et puis en plus, le nombre de mètres carrés qu'ils possèdent, c'est pas énorme, parce que souvent, ils les relouent, donc il faudrait virer les locataires, enfin bon, bref. Et voilà, eux, ils raisonnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que le droit de quelqu'un peut se redistribuer. C'est-à-dire qu'on peut faire des maths avec le droit. C'est-à-dire, par exemple, un buffet à volonté, c'est le droit à volonté, c'est l'infini, mathématiquement. Donc ça veut dire que vous avez le droit de manger 1 milliard de tonnes au restaurant du coin qui vous fait les hors-d'œuvre à volonté. Je vous assure qu'avec 1 million de milliards de tonnes de hors-d'œuvre, vous résolvez la fin du monde dans le monde pour 1000 ans. C'est très bon les hors-d'œuvre. Vous pouvez vivre en mangeant que des hors-d'œuvre. Donc vous allez dans un routier qui vous fait le buffet à volonté de hors-d'œuvre en droit à 7,50, donc en droit qui vous autorise sur le papier, comme la fortune de Bernard Arnault, comme la fortune d'Elon Musk, qui vous autorise en droit à acheter 1 million de milliards de tonnes, vous allez au routier du coin et vous sauvez le monde. Voilà. C'est comme ça que raisonne Juliette. Et c'est très très profond chez eux, qui sacralisent les jeux d'écriture. Alors vous allez me dire, oui mais c'est normal, pour eux gagner de l'argent c'est dur. Bah oui c'est normal, pour nous, même pour moi je suis pauvre. Mais c'est pas parce que c'est dur pour moi que ça a un rôle dans la société. Il ne faut pas transformer son malheur, ses difficultés, sa souffrance en signification technique. Encore une fois, je vous le dis, vous n'allez rien changer, vous allez leur retirer le pouvoir politique, c'est tout. C'est très bien, si vous estimez qu'ils gèrent mal le monde, les milliardaires, c'est très bien de leur retirer le pouvoir. Moi, je m'en tape, je suis apolitique. Mais réfléchissez un peu. On a des gens qui ont été sélectionnés par un processus de type de sélection naturelle. Ce que fait la Chine, ce qu'a mis en place la Chine massivement maintenant. C'est-à-dire les milliardaires.
Les milliardaires, c'est, bon, à part les héritiers, mais généralement les héritiers, ils font pas grand-chose de leur vie, mais les capitaines d'industrie, les milliardaires en général, ils ont voulu l'être, ils ne l'étaient pas, et ils ont montré des performances qu'on ne comprend pas, hein. Bon, personne n'a le secret pour devenir milliardaire, sinon beaucoup de gens le seraient, beaucoup de gens qui ne le sont pas le seraient. Ils ont donc passé une sorte d'examen de performance, et ensuite ils se retrouvent à diriger le monde libéral, parce que c'est comme ça que ça marche, le monde libéral, il est dirigé par la démocratie, c'est des gens élus pour les inaugurations, voilà, pour la déco, et des gens performants qui ont prouvé leur performance au grand jeu du Monopoly. Okay, et après, on discute des règles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des connards qui sont reçus à l'examen? Mais ça, c'est une discussion technique. Donc, si tu n'es pas content de la façon dont ils gèrent le monde, tu les vires. Mais ce que fait la gauche, elle ne propose pas de les virer. Elle propose de faire semblant de penser que les 50 000 milliards qu'ils ont sur leur de titres de propriété soient redistribués. Et c'est là qu'est l'escroquerie. Et c'est grave. D'abord, vous faites espérer des gens, et puis surtout, vous faites du mal à vous-même. Je veux dire, moi une fois j'ai entendu Besancenot, il a craqué en direct sur un plateau tout seul, personne ne le contredisait, parce qu'en fait il a fait un calcul tout haut, il n'avait pas décidé de le faire avant d'aller à la télé, c'était spontané, c'était une démarche spontanée, il a fait une division de, alors je ne sais plus si c'était Bettencourt, ou enfin je ne sais plus quel grand nom de quel milliardaire, il a divisé par le nombre de beefsteaks, je crois, de faux filets ou d'entrecôtes qu'il pouvait acheter. Et là il s'est rendu compte qu'il pourrait nourrir 10 fois la planète avec des entrecôtes, et il s'est effondré tout seul. J'essaierai de retrouver cette scène, c'était formidable. Parce que le mec, il s'est dit, merde, là, je suis en train d'expliquer qu'il y a de quoi nourrir 10 fois la planète juste avec la fortune d'un milliardaire français. Et pourquoi on le fait pas? Et en fait, c'était une époque avant Mélenchon. Donc, le mec, il se rendait compte qu'il y avait une erreur de sa part, quelque part. Mais il n'a pas pu l'identifier, il s'est effondré tout seul. Aujourd'hui, les filles, ils y vont, hein. Ils vous font le calcul, genre ils vous disent regardez, l'évasion fiscale c'est 150 milliards d'euros par an, donc on peut financer avec ça. Ils font comme si ça existait, comme si l'évasion fiscale, c'est-à-dire les bugs de calcul, de jeu d'écriture, ils font comme si c'était de la vraie ressource, de la vraie richesse. Et que ça peut se transformer en pâte, en vêtements chauds, en... Voilà. Ce que Juliette ne voit pas, c'est que le jour où il n'y aura plus de trombone, non, même juste, vous prenez une chaise. Les chaises, c'est pas éternel. Elle va faire comment dans son monde pour récupérer une fois que la chaise sera usée? Et si elle l'achète pas des Chinois ou si, voilà, elle se rend pas compte. Il n'y a rien qui vient tout seul. On ne vit pas dans un monde où il y a quelque chose. Ça, il faut du bois, ensuite il va falloir quelqu'un qui taille. Regardez chaque chose autour de vous. Ça, c'est pas tombé du ciel. C'est un système assez complexe de production. C'est pas un jeu d'écriture sur un papier. Les milliardaires, ils ont rien. Ils s'en tamponnent de ça. Simplement, c'est des dirigeants. Voilà, donc ils ont des belles villas, ils vont dans des bons hôtels, ils prennent de bons avions en première classe. Tu peux leur retirer le pouvoir, mais tu vas pas... C'est comme Louis XIV. Tu le décapites, tu lui ouvres le ventre. Il va pas en sortir 1000 milliards de quoi 1000 milliards de tonnes de bouffe pour nourrir l'Afrique. Il va rien en sortir. Tu auras retiré le pouvoir à un dirigeant. Et ça, ils ne le comprennent pas. Pour eux, ça suffit. C'est suffisant. Et derrière, on va jouer aux osselets. Un avion, c'est un tube qui vole. Voilà, derrière, on a l'association d'organisation de la guinguette qui pense qu'elle va quand même maintenir le monde, mais de manière collective et mutualiste. Bah, si ça existait, ça aurait déjà existé, si c'était possible, si ça marchait. Mais ils se rendent... Enfin bref. Je vais arrêter là parce que j'en ai un peu ras-le-bol.